Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Il est 9h30, 9h32 précisément sur Sud Radio. Tout à l'heure, Valérie Expert, comme chaque jour, bien sûr, 10h à midi, mettez-vous d'accord. Et c'est quoi le problème ? C'est intéressant d'ailleurs, ce qu'elle va évoquer tout à l'heure, c'est le problème dans les cœurs de ville, avec Félix, problème de 10h à 10h30. Et vous pourrez témoigner, avec l'ouverture des bars de plus en plus tard, et comme il y a moins de discothèques et que les jeunes ont envie, ils ont raison, pas que les jeunes d'ailleurs, d'aller faire la fête dans les bars, ça pose des problèmes bien souvent évidemment pour les habitants dans les quartiers concernés. À Montpellier, c'est au cœur d'ailleurs de la bataille des municipales dans certains endroits, elle en parlera tout à l'heure. Allez, Emmanuel Macron, La foudre et les cendres, c'est votre livre, Louis Ossalter, bonjour. Vous êtes on nous a pas entendu. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Vous êtes journaliste donc au Figaro. Vous avez écrit ce livre aux éditions de l'Observatoire. Je le disais, c'est les secrets d'une succession interdite, parce que évidemment, Emmanuel Macron là, il a encore 1 an et demi où il ne peut pas se présenter, donc il peut agir sur qui, sur quoi, pourquoi faire aujourd'hui. C'est intéressant la petite visite qu'il a fait avant-hier en Haute-Saône et puis en Savoie, où il est allé voir les agriculteurs. Alors il ne voulait pas que ce soit trop filmé, etc. Il y a eu quelques images, mais il aime bien toujours qu'on voit 2-3 images sur Brut. On l'a vu, le média où il est allé à la cantine, comme je le disais, à la cantoche, au lycée, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il assure le service après-vente d'un certain nombre de choses auprès des agriculteurs et auprès des lycéens sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, ou est-ce qu'il pense déjà à 2032? Les deux, mon général. Déjà, effectivement, il lui reste 15 mois. Et il est quand même dans une situation très baroque. C'est jamais arrivé à un président de la Ve République avant lui d'être interdit de se représenter. Ça n'est jamais arrivé. C'est une règle qui est en vigueur depuis 2008. Sauf que Nicolas Sarkozy et François Hollande n'ont fait qu'un seul mandat. Donc n'ont pas été concernés par l'interdiction du 3e mandat consécutif. Alors qu'Emmanuel Macron, lui, ça lui arrive. Il peut pas se représenter. Et ça lui arrive alors que, contrairement à un Mitterrand ou un Chirac en leur temps, il est encore dans la force de l'âge, il a même pas 50 ans. Donc si ça ne tenait qu'à lui, évidemment qu'il se représenterait. Et d'ailleurs, ça le fait enrager, cette règle qui le lui interdit. D'ailleurs, donc, à tel point qu'à un moment donné, on s'interrogeait s'il n'y allait pas avoir un petit arrangement de la Constitution française pour qu'il se représente. Il y a 2-3 ans, c'était dans la interprétation d'une phrase qui a été dite par un de ses proches, etc. Bon, en réalité, il va pas enfreindre la règle parce que c'est marqué vraiment noir sur blanc dans la Constitution. Donc, quelle que soit la façon dont vous voulez l'interpréter, ça n'est pas possible. En revanche, il peut revenir après en 2032. On en parlera peut-être. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire d'ici là, sachant qu'il n'a plus de majorité depuis la dissolution, que sa cote de popularité est à moins de 20% dans la plupart des enquêtes, encore notre baromètre Verian, Figaro Magazine, publié ce matin, et sachant surtout que la campagne présidentielle commence et qu'elle se fait sans lui, qu'elle se fait dans son dos. Regardez Édouard Philippe, regardez Gabriel Attal, qui auraient pu être les successeurs, les héritiers du macronisme, qui ont dit pique-pendre sur lui pour se détacher précisément de ce bilan. Donc qu'est-ce qu'il peut faire ? Bon, évidemment, il y a la scène internationale, c'est ses prérogatives qui le poussent à occuper ce terrain-là. Et puis il y a la défense du bilan, il y a la gestion de crise éventuelle, et là, évidemment, que la colère du monde paysan, ça lui remonte à lui, parce que c'est lui, en plus, qui inaugurera le salon de l'agriculture le 21 février. Et puis il y a ces petites réformes qu'il peut encore faire. L'interdiction des réseaux sociaux en est une, avec des incertitudes quand même sur vraiment la faisabilité technique de cette mesure. Mais à part ça, ça va être 15 mois qui vont être assez douloureux pour lui. Ce qui lui importe peut-être sur cette réforme de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, ça pourrait être finalement l'une des seules mesures des 2 quinquennats d'Emmanuel. On se souvient. Parce que la réforme des retraites, elle est suspendue. Donc qu'est-ce qui a marqué jusqu'à présent ? Il y avait la politique pro-entreprise, pro-employeur du début, mais là c'est pareil, on termine avec un déficit qui est à 5%, donc vraiment c'est pas un succès. Il y avait un assouplissement sur les relations des entreprises avec les salariés, sur les prud'hommes. Le travail, c'est vrai. Le travail, mais ça avait déjà commencé. Ça avait commencé auparavant. Et puis ça fait longtemps, c'est-à-dire que là il est au pouvoir depuis bientôt 9 ans. Ça fait longtemps, ça a été digéré ça
comme on dit, en termes d'opinion publique. Donc effectivement, le bilan n'est vraiment pas faramineux. Si vous vous penchez un peu sur le bilan international, la France a perdu de l'influence en Afrique, on n'a pas stoppé la guerre en Ukraine, on s'est mis en difficulté par l'agressivité de Trump et celle de la Chine. Donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc effectivement, s'il arrive à au moins inscrire dans la loi, à graver dans le marbre une interdiction de principe des réseaux sociaux au moins de 15 ans, peut-être que ça on s'en souviendra, mais je pense qu'on s'en souviendra que si ça n'est pas une blague. C'est-à-dire que si effectivement ça peut s'appliquer techniquement, vous voyez, c'est comme l'interdiction des téléphones au collège. Officiellement c'est interdit, en réalité il y a des téléphones dans les cours de collège et même dans les classes. Et ils veulent les interdire au lycée maintenant. Donc vous voyez, il faut aussi que la parole publique, notamment celle du président, elle ne souffre pas de l'impuissance publique précisément. Louis Ossalter, est-ce que vous ne croyez pas aussi, et vous l'évoquez en fait un peu dans votre livre, justement, vous parlez des records d'impopularité, des fins de règne en fait un peu difficiles. Toujours. Hein, chez tous les présidents. Chez tous les présidents, ça a été difficile. Bien sûr. Oui, mais moi je compare ça dans mon livre à une tragédie, si vous voulez. La fin de règne, c'est une tragédie. Il y a un personnage qui est condamné et qui le sait, donc c'est racinien, on connaît la fin quelque part, il va mourir ou il est condamné. Et puis il y a des personnages autour qui se détournent de lui, qui partent dans des intrigues. Voilà, on sait que c'est une histoire qui finit mal, et on sait que ça a été le cas de tous les présidents de la Ve République, quels que soient les contextes. Sauf qu'Emmanuel Macron, la particularité, c'est qu'il a accéléré son propre crépuscule par cette fameuse dissolution qui lui a fait perdre toute majorité. Là où avant 2024, il avait encore quelques leviers de commande. D'accord, c'était une majorité relative. Il y croyait vraiment d'ailleurs. Il y croyait vraiment avec la dissolution et d'un rebond derrière. C'est ça qui est surprenant d'ailleurs, c'est que c'est un personnage qui croit beaucoup en lui-même, qui a et d'ailleurs il a été vous nous surprenez là. Voilà, vous avez vu, j'ai un scoop pour vous ce matin. Mais mettez-vous à sa place, c'est vrai. Vous présentez à l'élection présidentielle sans aucun mandat politique avant. Vous gagnez du premier coup. Vous vous représentez, vous regagnez la deuxième fois. C'est-à-dire que les deux élections à laquelle Macron s'est présenté, ce sont deux élections présidentielles et il les a gagnées coup sur coup. Forcément, quand ça vous arrive, vous croyez en votre vista politique ou un certain flair politique. Et c'est vrai que ça a été un animal politique pour fracturer la gauche puis la droite et faire le vide quelque part autour de lui. Donc, au moment de la dissolution de 2024, et ça, je raconte précisément dans mon livre ce qui s'est passé, jour après jour, scène après scène, et vraiment la maturation de cette étrange décision. Oui, il pensait qu'il y avait un coup à jouer. Il pensait que son image personnelle allait pouvoir renverser la vapeur après la cinglante défaite des élections européennes qui ont vu le Rassemblement national arriver en tête. Et il pensait qu'il y avait quelque chose qui pouvait se jouer sur son équation personnelle. Il n'a pas pris la mesure du rejet dont il était l'objet, du rejet de sa politique. Et il pensait que au scénario alternatif, il avait une cohabitation avec le Rassemblement national et que donc il allait pouvoir regagner en popularité en jouant l'opposant, en jouant et en surjouant un opposant qui lutterait de l'intérieur contre un gouvernement Bardella. Mais ni l'un ni l'autre des scénarios ne sont arrivés. Il jouait sa carte perso et pas la carte de son ancien parti En Marche qui a été transformé, etc. Et d'ailleurs, il ne laisse pas de successeur. Non. Alors, Gabriel Attal, on pensait que c'était son successeur naturel. Pas du tout. Alors, ils sont vraiment en guerre. Ils sont en guerre et ils sont en guerre depuis longtemps. Ça aussi, ça a été beaucoup sous-estimé par l'opinion, mais je raconte dans mon livre la genèse de ça. Ça part entre eux, ça part en vrille dès les premiers jours de Gabriel Attal à Matignon. Donc c'était il y a 2 ans quand même. Il le nomme à Matignon en pensant que c'est un coup politique, que c'est un Premier ministre qui va pouvoir faire campagne, que ça régénère son quinquennat parce que il a la jeunesse, la fougue, le sens de la com de Gabriel Attal. Et en réalité, dès les premiers jours, Emmanuel Macron est très agacé par la façon dont Attal prend la lumière, ne fait pas ce qu'il lui dit, n'en s'implique pas vraiment dans les européennes. Voilà, jalousie, on est vraiment dans la télé-réalité, quoi, c'est clair. Donc, à partir de là, ça part en vrille, mais ça n'a pas été vu tout de suite par l'opinion. Et c'est vrai que dans l'esprit des gens, Gabriel Attal, on pense souvent à lui comme le successeur naturel d'Emmanuel Macron, celui qui est quelque part le petit prince du macronisme, quoi, la seule personnalité qui a vraiment émergé de ces années Macron et qui du coup serait le successeur naturel. En réalité, c'est la guerre. Et Gabriel Attal, il n'a pas été nommé par Macron à son parti, il s'est emparé du parti d'Emmanuel Macron et du magot qui va avec, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va avec, et il va s'en servir comme écurie présidentielle. C'est là aussi on remarque un vrai chef, c'est quand il désigne éventuellement son successeur, quand il peut le faire, quoi. Et là, il y avait Attal, Édouard Philippe, alors il y en a peut-être d'autres, parce qu'on va parler aussi de Sébastien Lecornu. C'est vrai, dans votre livre, il était un petit peu moins présent parce que il n'était pas Premier ministre. Plus discret aussi. Alors il est plus discret, Sébastien Lecornu, parce que lui, il jouait la carte de la loyauté au président, évidemment, et ça a payé parce qu'il
a fini par être nommé à Matignon. Je retrace en fait tous ceux qui se sont succédés à Matignon depuis la dissolution, parce que c'est quand même le tourniquet, quoi. On change régulièrement de Premier ministre. Barnier, Bayrou, Le Cornu maintenant, restera-t-il jusqu'à la fin, et dans quel rôle politique? Et c'est vrai que si aujourd'hui il y a un dépositaire quelque part, ou en tout cas quelqu'un qui quelque part va défendre le macronisme jusqu'au bout, voire éteindre les lumières, c'est Sébastien Lecornu. S'il reste à Matignon jusqu'au bout, il est celui qui joue la carte de la loyauté au président. Un Gérald Darmanin, vous voyez, est aussi un petit peu dans ce jeu-là. Il a dit beaucoup moins de mal de Macron que ses petits camarades Attal et Philippe, sauf qu'il nourrit des ambitions présidentielles, et on sait bien qu'une candidature, elle se construit dans une certaine rupture avec le bilan précédent et le président précédent. Regardez Sarkozy, ce qu'il a fait avec Chirac, regardez Macron, ce qu'il a fait vis-à-vis de Hollande. C'est toujours comme ça. Donc ça introduit une certaine dose de rupture, sauf qu'aller trop loin dans la rupture et avoir des mots trop violents, comme ont pu l'avoir Édouard Philippe ou Gabriel Attal, c'est pas toujours compris par l'opinion, parce qu'on pourrait prendre ces gens comme des ingrats. Macron les a fait quelque part. Est-ce qu'il a un ego surdimensionné ou pas, Emmanuel Macron, mais comme tous les présidents, Patrick, comme tous les évidemment. Présidents. Et d'ailleurs, il faut dire que pour avoir ce poste, c'est vrai, à se lancer à la conquête du pouvoir dans une élection aussi violente et aussi intense qu'est l'élection présidentielle française, il faut évidemment avoir un ego fou. Il faut être un peu cinglé. Donc on ne peut pas partir complètement sur un échec. On prépare la suite, quoi. Oui, bien sûr. Toujours. C'est ça. Et puis surtout, comme ses prédécesseurs, Emmanuel Macron a l'obsession de son héritage, c'est-à-dire ce qu'on va retenir de lui dans 5 ans, dans 10 ans. On est bien incapable de le dire maintenant, d'ailleurs. Ça dépendra des circonstances. C'est vrai. Ce qu'on retient en ce moment d'Emmanuel Macron, c'est ça. For sure. Sometimes it's too slow. For sure. For sure. For sure. And needs to be reformed. For sure. For sure. Il a marqué avec ça, c'est bien. Allez, on en parle dans un instant, on continue. Vous pouvez réagir, si vous voulez réagir. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un duel Macron-Marine Le Pen 2032? Tiens, pourquoi pas. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. La vérité en face. Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La vérité en face autour d'Emmanuel Macron. Parce que vous le résumez très bien dans votre livre, Louis Ossalter, journaliste au Figaro. Vous suivez Emmanuel Macron, évidemment, dans ses déplacements, toute sa politique, la politique de l'Élysée, bien sûr. Est-ce qu'il pense à 2032 ? Oui ou pas? Oui, j'en fais même un chapitre de mon livre, Opération 2032, ça s'appelle. Oui, alors non seulement lui y pense, puis surtout ses proches y pensent pour lui. Il va se retrouver dans une situation très particulière dans un peu plus d'un an. Donc en mai 2027, son mandat expire, il aura un successeur. Et là, voilà un président, un jeune ancien président, il aura 49 ans seulement, en politique c'est pas vieux. Il aura 49 ans, donc la vie devant lui, quelque part, ou en tout cas une deuxième vie devant lui. Et l'histoire de la Ve République montre que tous les anciens présidents qui étaient en âge, qui avaient l'état de santé leur permettant d'essayer de revenir, de tenter un retour, l'ont fait. Ça va de Valéry Giscard d'Estaing à Nicolas Sarkozy, en passant aujourd'hui par François Hollande, qui a, on a bien compris tous qu'il avait des idées derrière la tête, François Hollande. Donc c'est quelque part, c'est une drogue, le pouvoir. Vous voyez, quand on vous enlève la perfusion, vous voulez y revenir. C'est ce qui arrivait à tous ses prédécesseurs. Et la plupart des proches d'Emmanuel Macron, non seulement sont persuadés que lui aussi voudra tenter un retour, mais en plus certains le préparent déjà. Ils font déjà des plans sur la comète, ils imaginent le rétro-planning de cela quelque part. Alors que fera Emmanuel Macron? Il a une grosse équipe autour de lui qui travaille. C'est quand même réduit comme peau de chagrin. Tous les fidèles, le cercle de la première heure n'existe plus. Il a explosé. Déjà, ce cercle-là n'existe plus. Le meilleur symbole, c'était le départ il y a l'an dernier, Alexis Kohler, qui était le secrétaire général de l'Élysée. C'est le poste le plus puissant de l'Élysée après le président. Et c'était le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron depuis longtemps, puisqu'il était déjà au ministère de l'économie. Il est parti dans le privé, dans une banque. Et ça, déjà, c'était quand même un symbole de la fin du premier cercle macroniste historique, déjà que beaucoup de proches historiques, on pense à Christophe Castaner, on pense à Sibeth Ndiaye, vous savez, qui était porte-parole du gouvernement, qui avait fait la campagne Macron de 2017, Richard Ferrand, qui a été nommé au Conseil constitutionnel, donc il est pas loin, mais il est quand même dans d'autres fonctions. Voilà, toutes ces personnes, tous ces proches historiques ne sont plus là aujourd'hui. Il y a une autre garde qui entoure le président de la République, mais ils sont de moins en moins nombreux, et c'est le lot de la fin de règne. Les gens s'éloignent de vous, ils savent que le pouvoir n'est plus là, soit ils vont rouler
opter pour des concurrents, des futurs candidats à l'élection présidentielle, soit ils vont partir dans une autre vie, dans le privé, exercer d'autres fonctions, parce qu'ils sentent bien que le pouvoir, la flamme du pouvoir est en train de s'éteindre à l'Élysée. C'est le lot de la fin de règne. Oui, et c'est pour ça, je le disais en forme de provocation, mais ce n'est pas qu'une provocation. Emmanuel Macron, Marine Le Pen ont combattu à 2 reprises. Vous avez vu ce qui est en train de se passer. Eh ben voilà, il y aura probablement. Bah oui, Marine Le Pen. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances après les réquisitions. Oui, c'est ça, qu'elle ne puisse pas être candidate. C'est quand même une ironie de l'histoire. Ouais. Nous avons donc 2 candidats, un président et son opposante, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils ont fait 2 seconds tours face à face, 2 débats présidentiels en 2017 et en 2022. Et en 2027, les voilà empêchés l'un et l'autre, pour des raisons bien différentes. Emmanuel Macron par la règle constitutionnelle, Marine Le Pen probablement par sa condamnation, le renouvellement de sa condamnation judiciaire si la Cour d'appel confirme le jugement de première instance. Donc c'est quand même des destins très particuliers. Il y a un destin brisé de Marine Le Pen qui est évidemment pas de son fait, enfin en tout cas elle est par le fait d'une condamnation judiciaire et pas par des circonstances politiques qui l'empêcheraient de briguer l'Élysée au moment où son adversaire, son double adversaire, s'en va. Alors qu'imagine évidemment des proches d'Emmanuel Macron qui le disent bon, avec le sourire, on sent que c'est une boutade et quelque part en même temps ils y pensent parce qu'ils pensent au retour éventuel d'Emmanuel Macron en 2032. Ils se disent le match Macron-Le Pen, le 3e match pourrait avoir lieu en 2032. Ah oui, non mais voilà, c'est pas qu'une plaisanterie. Non, mais si Marine Le Pen a purgé sa peine, si c'est vraiment 5 ans, elle aura purgé sa peine d'inéligibilité, et Emmanuel Macron, lui, il n'a pas le droit à un 3e mandat consécutif, mais il a le droit de laisser passer un mandat et ensuite de se représenter à nouveau. La Constitution l'autorisera. Donc là, je suis en train de faire de la politique fiction, évidemment. Oui. Mais vous voyez, ce sont deux bêtes politiques. Vous sentez aussi les choses. Et puis ce sont 2 bêtes politiques. On ne peut pas imaginer que l'envie de pouvoir, l'envie présidentielle se dissipe comme ça, comme par magie, juste parce qu'ils sont empêchés cette fois-là. Louis Ossalter, est-ce que Emmanuel Macron a laissé échapper en fait quelques réflections justement sur l'après 2027 avant une éventuelle présidentielle, mais de 2032, sur ce qu'il pourrait faire lors de ses déplacements, etc. Parce que parfois, il échange, quoi. Il échangeait avec vous, les journalistes. Moins maintenant, peut-être. On a déjà parlé. En ce moment, c'est assez verrouillé. Il y a quand même de toute façon, Emmanuel Macron a toujours tenu la presse à distance, s'est toujours méfié des journalistes. Mais j'ai déjà eu des entretiens avec lui. D'ailleurs, j'en relate certains dans le livre. Mais il a une relation quand même très distante avec la presse, peut-être de plus en plus d'ailleurs avec cette fin de règne. Non, Emmanuel Macron ne parle pas de la suite et surtout pas des journalistes. Quand il évoque devant ses proches, c'est plus allusif, c'est plus sous la forme d'interrogation. En fait, ce qu'on ne sait pas, autant on est assez sûr qu'il tentera de revenir en politique, c'est-à-dire que la fin de sa présidence ne sera pas la fin de sa vie politique. Il se conçoit comme une personnalité politique au-delà de 2027. Donc je ne crois pas à ceux qui expliqueraient... Il ne veut pas aller dans le privé pour gagner un pognon de dingue, comme il disait. Peut-être, mais déjà, ça n'est pas conseillé s'il veut revenir en politique, parce que s'il repart à la Banque Rothschild, par exemple, ça va pas arranger sa popularité, vous voyez, si c'est pour faire beaucoup d'argent. Mais si ses proches imaginent quand même une période de latence, vous voyez, post-Élysée, pendant laquelle déjà il faut qu'il retombe sur ses pattes, qu'il se réhabitue à une vie un petit peu plus normale que celle au pouvoir où il aura passé 10 ans, et c'est quand même une vie très déconnectée, c'est un rythme frénétique et c'est une vie très déconnectée, celle sous les dorures du pouvoir. Donc si, il pourrait avoir la vie d'un ancien président des temps modernes, c'est-à-dire des conférences, une fondation, du caritatif. Non, puis alors on parlait de lui comme potentiellement le patron de l'Europe. Oui, alors, la question m'est beaucoup posée, mais quand je discute avec le proche entourage d'Emmanuel Macron, ça ne revient pas plus que ça. Mais vous savez, président, par exemple, quel est le poste le plus haut des institutions européennes? C'est président de la Commission européenne, c'est Ursula von der Leyen. En réalité, c'est quelqu'un qui doit répondre sans arrêt devant les dirigeants européens. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, quand le chancelier allemand et le président français arrivent, ils expliquent quelque part à la présidente de la Commission ce qu'elle doit faire. Il les connaît, comme il a l'habitude, il pourrait évidemment se mettre dans la peau, dans les habits de... Non ? Oui, mais vous savez, il y a une particularité de la fonction présidentielle française, c'est le monarchisme républicain. Vous voyez, vous êtes un peu un roi, vous avez l'option du suffrage universel. Il a pris goût à ça. On a pris goût. Il n'y a aucune fonction présidentielle qui n'est comme cela. Même le président des États-Unis a parfois moins de pouvoir sur son propre pays que le président français n'en a quand il a une majorité sur la France. Oui, mais ce que je veux dire, Louis Ossalter, il a pris goût à cette politique aussi internationale. C'est vrai.
vrai. D'ailleurs, vous avez Bien un sûr. chapitre, le diplomate et le banquier, je crois. Tout à fait. Il a pris goût en fait à ça. Tout à fait. Finalement, on a l'impression que c'est ce qui le passionne le plus, d'avoir Donald Trump au téléphone, de parler avec le Chinois, et Zelensky, ils sont toujours effectivement ensemble. D'essayer d'engager le dialogue avec Poutine, parce que c'est l'actualité du moment quand même. Non, mais bien sûr qu'il y a pris goût, évidemment. Alors, j'allais vous dire aussi, il se réfugie là-dedans. Parce que sur le plan national, il ne peut plus faire grand-chose. Il a moins de marge de manœuvre. Il n'a plus de majorité au Parlement pour faire passer des textes et des réformes. Donc, il a évidemment, l'international lui sert de refuge et ses fonctions lui permettent d'occuper pleinement cet espace-là. Mais c'est vrai qu'il y a pris goût. C'est vrai qu'il fait bien attention à soigner son image internationale. On sent qu'il veut vouloir se créer une image de quelqu'un qui pourra jouer le vieux sage quelque part, pourra voyager un petit peu partout pour distiller ses conseils géopolitiques. À 49 ans, je vous ai dit que c'était très jeune en politique. Mais vous voyez, je pense qu'il veut soigner cette image-là de celui qui ensuite pourra prodiguer ses conseils à tel ou tel pays et voyager un petit peu partout. Ça risque d'être un peu compliqué. Par exemple, Emmanuel Macron, il n'est pas le bienvenu en Israël en ce moment, vous voyez. Aux États-Unis, sa relation avec Donald Trump et l'état des relations transatlantiques en général complique singulièrement les choses. Mais il tient beaucoup à cette image internationale. Le problème, c'est que son bilan ne parle pas entièrement pour lui. Vous voyez, la guerre en Ukraine, qui n'est pas du tout de son fait, il a du mal à s'imposer comme l'un des médiateurs qui pourrait tenter d'arriver à un cessez-le-feu. En Afrique, il ne peut plus aller dans beaucoup de pays tellement l'influence française, la concurrence d'autres grandes puissances nous a fait du mal et la défense des intérêts français a beaucoup reculé là-bas. Le Moyen-Orient, il n'a aucune prise quasiment sur la situation. Et la Chine et les États-Unis prennent l'Europe en étau, là où l'Europe a du mal à se penser comme une puissance. C'est le grand combat d'Emmanuel Macron, mais il n'y est pas arrivé pour l'instant. Donc, s'il veut cultiver cette image, cette posture à l'international de celui qui a réussi à faire bouger les lignes, encore faut-il pouvoir avoir un bilan digne de ce nom. Dernier mot, est-ce que quand on est journaliste politique et qu'on suit l'Élysée et Emmanuel Macron, on a affaire aussi à Brigitte Macron? Oui, ça arrive. Ça m'est déjà arrivé de la croiser. C'est pas elle qui dirige. Non, c'est pas elle qui dirige. Je pense qu'il y a je dis ça parce que certains le disent. Non, mais il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Et puis vous savez, les gens vous parlent facilement de la rumeur selon laquelle elle serait née homme. Elle a poursuivi. Non, mais voyez, non, mais ça, c'est quelque chose qui l'affecte beaucoup et qui affecte Emmanuel Macron. Et regardez le fait qu'il poursuive aux États-Unis cette influenceuse qui a propagé cette rumeur. C'est inédit. Jamais un président n'a mandaté des avocats américains pour engager des poursuites. C'est quelque chose qui les mine beaucoup. Et le procès des cyberharceleurs de Brigitte Macron à l'automne a été un moment assez pénible pour eux. En tout cas, c'est ce que racontent leurs entourages, leurs conseillers respectifs. Donc Brigitte Macron, elle est quand même assez minée par cela, vous voyez. Et Emmanuel Macron aussi. Emmanuel Macron, ça lui fait aussi du mal par capillarité. Oui. Merci Louis Ossalter, La Foudre et les Cendres, donc aux éditions de l'Observatoire. Donc un match peut-être. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, en 2032. On n'y est pas encore. En 2032. Non, mais on n'y est pas encore. Mais bien sûr, c'est ce que vous avez évoqué avec l'actualité en fait du moment. Vous y croyez, vous, Valérie Expert? Bonjour. Pourquoi pas? Bonjour. Oui, pourquoi pas? C'est tout à fait possible et plausible. Vous n'êtes pas candidat pour 2027? Non, mais je vous pose la question parce que ce matin, vous avez vu que Jérôme Guedj avait annoncé sa candidature sans passer par la primaire. Moi, je ne fais pas de politique. Et avec Juliette Ruffel, on a compté le nombre de candidats. Ça pose quand même question. Je ne sais pas comment les Français réagissent. 0826 300 300. Où est l'intérêt général dans tout ça? Il y a plus de candidats que d'électeurs, c'est ça qu'on voulait dire. Vous allez aborder ça? Qu'est-ce que vous allez aborder encore, Valérie? On va, avec Félix Mathieu, on va évoquer le cauchemar des riverains de bars dans les cœurs de ville. Surtout que ce soir, ce sera peut-être un cauchemar doublé, parce qu'il y aura peut-être Absolument. Il y a match. Eh oui, forcément. Avec, on va danser dans les pubs, peut-être. Quand il y a un événement comme celui-là, on peut tolérer le bruit. Après ceux qui vivent au-dessus des bistrots, des cafés et autres, demandent pour certains à ce qu'il y ait une heure de fermeture un peu plus intéressant. proche. Mais on parlera de Jack Lang. Doit-il démissionner de l'Institut du monde arabe? Oui, on l'a évoqué, vous en aviez déjà parlé hier. Absolument. On va en reparler, effectivement. Ce matin, j'avais la présidente d'une association qui demande à ce qu'il y ait une ouverture. Et Marion Maréchal, qui était mon invité, comme Renaud Muselier, qui l'a précédé à l'Institut du monde arabe, demande la démission de Jack Lang, au moins en plus pour s'expliquer. Valérie Expert, dans un instant, évidemment, jusqu'à midi, avec Gilles Gansman aussi, et puis tous les débatteurs.